Et maintenant, pour réagir à ces sujets chauds de la journée, je retrouve dans le foyer des communes notre panel de députés. Pour les libéraux, Marc Miller. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour les néo-démocrates, François Choquette. Et pour le Bloc québécois, Michel Boudria. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. On va commencer avec l'affaire Mark Norman ce soir et je vais commencer avec les conservateurs parce que, M. Paulus, vous voulez, les conservateurs, que le comité de la défense se penche sur toute cette affaire, qu'on appelle M. Norman, le premier ministre lui-même, des membres de son cabinet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez apprendre là-dessus? Pour connaître tout ce qu'on n'a pas été en mesure de savoir jusqu'à présent, l'affaire Norman est une affaire qui commence à être parlée au Québec. Puis au Canada anglais, ça fait depuis le début qu'on en entend plus parler. Mais au Québec, les gens commencent à regarder cette histoire-là. Puis là, avec le procès qui devait avoir lieu au mois d'août, que finalement, les charges ont été laissées, ont tombé. Le gouvernement pense que ça va tomber comme ça, puis qu'on n'entendra plus parler. Mais il reste tellement d'éléments importants à connaître, parce que cet homme-là, n'oublions pas là, que Mark Norman, sa carrière a été détruite. L'homme a été détruit complètement. Il a dû se battre contre un gouvernement, alors qu'en bout de piste, on finit par dire « Ah, t'as rien fait, puis va-t'en chez vous ». Ça marche pas de même, là. Puis l'Astérix aussi. Le dossier, au début, c'est l'Astérix qui avait été donné par le gouvernement conservateur à la Davie. Et l'histoire après du gouvernement libéral qui a tout essayé pour annuler ce contrat-là. C'est là que ça a parti. Puis, écoutez, il y a énormément de questions en suspens puis qui n'ont pas été entendues. Bon, M. Miller, justement, on dit qu'il y a encore des questions qui se posent, des questions en suspens. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de laisser le comité de la défense faire son travail? Bien, Esther, le comité fera le travail qui se doit de faire, mais soyons clairs, il y a eu un procès. L'amiral Norman a eu sa chance de s'exprimer en cours. Il a beaucoup souffert, on ne le nie pas, mais quand même, quand le Parti conservateur parle de gouvernement, c'est des affirmations qui sont assez cavalières. Nous parlons d'instances indépendantes de la GRC, que ce soit le procureur et un juge aussi, qui a tout supervisé le processus de façon indépendante. Soyons très clairs là-dessus, la poursuite n'a pas pu atteindre le plateau de raisonnabilité, de culpabilité qui se doit de faire. C'est un test qui se fait de façon constante, une révision constante. Et manifestement, M. Norman est une personne qui va avoir ses frais juridiques de payer, qui va être réintégré. Oui, il a beaucoup souffert, sa famille a beaucoup souffert. C'est une péripétie que je ne souhaite à personne, mais il reste quand même qu'il y a eu des fuites au cabinet. C'est quelque chose de très grave. Et quand j'entends des gens comme M. Kenney, premier ministre de l'Alberta, parler de façon cavalière de fuite qu'il y a eu, je me demande franchement ce qui s'est passé dans le cabinet des conservateurs pour encourager ce genre de comportement. Oui, au NPD, M. Choquette, de votre côté, vous réclamez une enquête publique, une enquête indépendante. Exactement. Quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous voulez apprendre par rapport à l'affaire Norman? Bien, tout d'abord, il y a plusieurs questionnements qui se posent concernant ce fiasco, qu'on devrait dire, de l'affaire Norman du côté du gouvernement libéral. La première chose, c'est pourquoi le gouvernement libéral a refusé de collaborer du côté de l'affaire Norman. Pourquoi il a refusé de donner tous les documents qui avaient été demandés? Ça a traîné d'une manière incroyable. Il a fallu que ça sorte dans les médias pour que le gouvernement commence à bouger un peu, pour envoyer des documents tout caviardés. Donc, il n'y a vraiment pas eu de collaboration de la part du gouvernement en ce qui concerne la remise des documents pour qu'il puisse préparer sa preuve. Parce que quand on dit on accuse quelqu'un et puis ensuite on ne lui donne pas la chance de pouvoir préparer sa preuve, c'était très grave de la part du gouvernement libéral ce qu'ils ont fait. Et aussi par rapport au fait que, effectivement, on se demande s'il y a eu de l'ingérence politique dans tout ça. Donc, on sait que du côté sur le côté judiciaire, l'affaire la SNC-Lavalin, on se rappelle que le bureau du premier ministre n'a pas la même définition que nous en ce qui concerne les ingérences judiciaires. Donc, on se pose des questions par rapport à l'affaire Norman. Monsieur Boudria, au Bloc québécois, qu'est-ce qu'on en pense de toute cette affaire, de la gestion du gouvernement dans l'affaire Norman? Il y a deux choses derrière tout ça. La première, c'est la stratégie d'acquisition navale elle-même qui, depuis 2011, on a mis la table sous les conservateurs et ça s'est poursuivi sous les libéraux, d'arranger les appels d'offres de manière à écarter littéralement les fournisseurs du Québec, notamment le chantier naval de Davie. Derrière tout cet imbroglio politique et les décisions et les choix politiques qui en découlent, on se retrouve avec l'affaire Norman là, qui nous occupe aujourd'hui. L'amiral Norman, qui est un officier hors pair, qui était reconnu partout dans les forces armées pour sa grande qualité, qui a été victime d'une affaire, on pourrait quasiment appeler d'un coup monté. D'une part, vous avez effectivement cette espèce d'instruction de poursuite et d'enquête totalement nulle qui est allée dans le mur directement avec les charges qui ont tombé récemment, pour apprendre aujourd'hui que finalement, l'amiral Norman a été
mandatés par le précédent gouvernement conservateur pour aller directement au chantier maritime de Lévis pour connaître l'expertise et la capacité de réaliser l'Astérix. Bon. Donc, de cabinet à cabinet, d'administration à administration, il s'agissait d'un gouvernement sérieux, il y aurait eu là une transmission d'informations d'un gouvernement à l'autre. Mais on a laissé de part et d'autre l'affaire éclater et pourrir avec le temps pour des fins politiques. Et ça, c'est totalement inacceptable pour les contribuables et les militaires concernés. Le temps file et je veux parler de l'autre gros dossier qui a monopolisé la période des questions cet après-midi aux communes. C'est celui de l'urgence climatique. Le gouvernement qui dépose une motion pour faire déclarer l'urgence climatique. Le NPD, M. Choquette, je vous entends là-dessus parce que vous venez finalement de vous faire couper l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que vous pensez de cette motion des libéraux? Fallait un peu plus vite, là, allez-y. Non, oui, mais on ne se fait pas couper l'herbe sous le pied du tout. En fait, ce que les libéraux essayent, c'est de trouver un petit trou comme une souris pour se sauver, s'échapper de vouloir vraiment déclarer l'urgence climatique. Parce que l'urgence climatique, si on est sérieux, ça vient avec des actions. Premièrement, on ne peut pas garder les faibles cibles de Stephen Harper de 30 d'ici 2030 parce qu'on n'atteindra jamais l'objectif de 1,5 qu'on s'est donné à Paris. Donc, on n'est pas sérieux du tout si on dit on déclare l'urgence climatique et on garde les faibles cibles de Stephen Harper. Deuxièmement, le pipeline Trans Mountain, ça n'a pas de sens de continuer avec ça. Et dans leur plan de prix sur le carbone, eh bien, on ne donne même pas de prix sur le carbone sur les plus grands émetteurs. Alors, c'est pas du tout sérieux. Leur motion, ça n'a pas de sens. Marc Miller, des libéraux, on a eu l'impression quand même aujourd'hui que vous étiez en train de faire un copier-coller du NPD. Pourquoi cette motion? Qu'est-ce que vous répondez là au NPD? Bien, nous allons tous les partis débattre sur cette motion et sur cette question qui est de plus en plus importante. Nous faisons face à une crise environnementale, que ça soit confirmé par le rapport qui est sorti il y a plusieurs semaines, du doublement du réchauffement qui s'instaure au Canada, que ce soit le rapport du Fonds monétaire international qui confirme que le prix sur le carbone, c'est la mesure idéale à prendre à travers le monde. Ça prend du sérieux. Ça prend du sérieux. Nous avons fait campagne sur un prix sur le carbone qui est idéal pour un pays comme le nôtre. Nous faisons des investissements records dans le transport en commun. Nous donnons des incitatives à acheter des véhicules électriques, mais il faut s'en parler. Il y a juste le Parti conservateur qui est dans le déni. Le Parti démocratique, on lui donne ce qu'ils veulent, puis ils se plaignent quand même. Non, c'est pas la même réalité, motion, M. Miller. c'est qu'il faut en parler, il faut en discuter et au-delà des politiciens, il faut que les particuliers, il faut que la population canadienne soit conscientisée parce que c'est très important. Ce sera l'enjeu non seulement de la prochaine élection, mais de la prochaine décennie et de notre génération. Monsieur Paulus, des conservateurs, j'ai l'impression de me répéter, mais il n'y a toujours pas de plan en environnement de votre côté. On attend toujours. C'est faux. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir l'air un peu dinosaure là, dans Pas le du débat? tout, pas du tout. Écoutez, premièrement, là, on reconnaît qu'il y a des changements climatiques, on reconnaît que l'influence humaine sur le climat est là. Par contre, Andrew Scheer était clair, il l'a mentionné, au mois de juin, notre plateforme environnementale va être déposée avec des mesures qui vont être précises. Donc, arrêtons de dire qu'on n'a pas de plateforme. La campagne est à l'automne, sauf que M. Scheer l'a dit, en juin, vous allez connaître notre plan pour l'environnement et ça nous tient à cœur. Au Bloc québécois, le mot de la fin pour M. Boudria. L'environnement, vous voulez en faire... en fait, un enjeu de campagne. Au-delà d'une motion, quelles mesures devraient être mises en place pour répondre au changement climatique, selon le Bloc? Dans un premier temps, on se réjouit quand même de voir qu'il y a une certaine percée puis une certaine avancée, tant chez les libéraux et les néo-démocrates, avec deux motions qu'on trouve sur le plan du fond et de la vertu. On est d'accord avec ça. Bon. Maintenant, on est conséquent, par contre, parce qu'on est le premier parti politique sur la scène fédérale à avoir signé la déclaration d'environnement, comme 334 autres municipalités au Québec. Donc, on s'est engagé, nous, à atteindre des standards, à être conséquents, contrairement à certains partis qui achètent des vieux pipelines rouillés dans l'Ouest et d'autres qui veulent nous en imposer par la porte d'en arrière en marchandant l'impôt unique. Bref, ça, c'est de la bouillie pour les chats, puis le Bloc québécois n'embarquera jamais là-dedans. Donc, au-delà des principes et des grandes vertus, les actions doivent être conséquentes derrière ça. Le Bloc québécois demeure associé à son Assemblée nationale du Québec, qui, elle, en matière d'environnement, est un bon élève et même un bon élève modèle au Canada. Messieurs Boudria, Choquette, Miller, Paulus, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À la prochaine. Bonne soirée. Bye-bye.